Et bienvenue sur Allons Science. Je vais te présenter les clés de la mécanique, c'est-à-dire tout ce que tu as besoin de savoir pour bien démarrer sur le chapitre de mécanique en terminale spécialité physique-chimie. Allez, c'est parti. Alors, ce qui va se passer le plus fréquemment, c'est que tu vas te retrouver avec un bonhomme qui va lancer quelque chose. Généralement une balle ou un javelot, un ballon de volley, une balle de tennis, qu'importe. Il va se trouver à l'origine du repère, avec la balle qui va quitter sa main depuis une altitude h. Et dans tous les exercices, tu auras un vecteur qui t'indique le sens, la direction et la norme de la vitesse initiale de la balle. Donc cette balle, elle est projetée avec un angle alpha, pareil, on te donnera un angle alpha. Elle est envoyée, nous ce qui nous intéresse, c'est de décrire correctement la trajectoire du projectile. Tous les projectiles que tu jettes sur Terre ont une trajectoire parabolique, c'est-à-dire une parabole, une équation du second degré, comme ce que tu fais en première, avec un petit a, le ax carré plus bx plus c, le petit a qui doit être négatif, puisque on a les pattes de ta parabole qui vont vers le bas. Lorsque tu travailles sur ce type d'exercice, on va poser ici des clés pour que tu t'organises. Une première clé, ça va être de préciser quel est le système sur lequel tu travailles. Eh bien, le système sur lequel tu étudies le mouvement ici, c'est la balle. Et puis, en mécanique, à chaque fois qu'on travaille sur un système, il nous faut un référentiel. Si tu veux étudier le mouvement d'une balle sur Terre, tu ne vas pas utiliser le même référentiel que si tu veux étudier le mouvement de la Lune autour de la Terre. Pour étudier le mouvement de la Lune autour de la Terre, je prends un référentiel géocentrique qui a pour origine le centre de la Terre. Par contre, quand je veux étudier la trajectoire d'une balle sur Terre, eh bien, je vais utiliser le référentiel qui s'appelle terrestre, c'est-à-dire je prends comme origine mon pied quand je suis en train de lancer, et je prends deux axes X et Y, parce qu'ici on va se cantonner à travailler en deux dimensions. La deuxième clé, ça va être de préciser quelles sont les forces qui s'appliquent sur ton système balle. Donc tu fais un bilan des forces. Alors je précise ici que la vitesse n'est pas une force, c'est pas quelque chose qui s'exprime en newton, une vitesse ça s'exprime en mètres par seconde. La seule force qui s'applique ici sur ta balle, à partir du moment où elle vient de quitter la main de la personne, eh bien c'est son poids. Eh bien, le poids, c'est le vecteur qu'on appelle le vecteur P, donc par exemple ici, si je représente la balle, la seule force qui s'applique sur elle, c'est le poids. Et tu sais que la norme du poids, c'est P égale m fois g, avec g qui est la gravité terrestre, qu'on appelle aussi l'accélération terrestre, qui vaut 9,81 mètres seconde moins 2, dès lors que tu es situé à peu près en France, on va dire, c'est très bien, ou à l'équateur, il y a des petites variations. Bref, c'est l'accélération que subissent tous les objets. Tu lâches n'importe quel objet dans le vide, il subit une accélération de 9,81 mètres seconde moins 2. Ce qui fait la différence, c'est que en fonction des forces de frottement, ça va aller moins loin. Bref. En tout cas, ici, on néglige les forces de frottement. Donc ça, c'est pratique. Donc la seule force qui s'applique sur ta balle, c'est son poids P égale mg. On peut aussi parler du vecteur poids et donner ses caractéristiques. Le vecteur poids, il est vertical, ça c'est sa direction, et son sens, c'est vers le bas, c'est-à-dire dirigé vers le centre de la Terre. Un autre vecteur qu'il est intéressant de poser très rapidement, alors je vais mettre ça comme étant la clé 3, c'est le vecteur gravité justement. Donc j'ai un vecteur G qui est la gravité terrestre, c'est un vecteur qui est vertical descendant, et là c'est le moment de te dire « Oh, est-ce que je me suis fixé ou pas un repère ?» Eh bien tu fixes un repère, donc tu fixes des vecteurs unitaires, on va dire ici le vecteur unitaire I, et ici un vecteur unitaire J. Dans ce repère, tu es capable de voir que le vecteur G n'a aucune composante horizontale. On va mettre ici 0 pour sa coordonnée sur l'axe des abscisses, et on va lui mettre moins G ici, c'est-à-dire moins 9,81, parce que le vecteur G, il est opposé au vecteur unitaire J, donc nécessairement, sa composante ici en ordonnée, c'est moins G. Si j'avais choisi un repère vertical descendant, si j'avais choisi par exemple un OIJ comme ça, eh bien j'aurais constaté que le vecteur G est collinéaire
au vecteur J, et puis qu'ils sont aussi de même sens, et donc j'aurais pu dire que les coordonnées de G auraient été 0 et G. 0G. Voilà. Alors, une fois que tu as bien fixé que ton vecteur G, il est 0, de coordonnées 0 moins G dans ce repère, et bien maintenant, il y a autre chose qui va t'intéresser, c'est de fixer tout de suite les conditions initiales de ton expérience, c'est-à-dire quelle est la position initiale de la balle et quelles sont les composantes du vecteur V0, c'est-à-dire le vecteur vitesse initiale, quelles sont ses composantes. Donc ça, c'est très important que tu le poses d'emblée, comme ça, tu n'as plus besoin d'y réfléchir ensuite, et ça te servira à la suite. Alors, le vecteur OM0, c'est-à-dire le vecteur position, puisque la position de ta balle, on va la repérer par une succession de points M, M1, M2, etc. La première position de ta balle, on va dire que c'est au point M0, et donc le vecteur position s'écrit OM0, c'est ce vecteur-là. Il me permet de dire à quel endroit se situe ma balle par rapport à l'origine. Ce vecteur OM0, il a pour coordonnées 0 et H. Parce que dans le cas de l'exercice, j'ai montré que la balle quittait le bras de la personne à une altitude H. Et le vecteur V0, pour déterminer ses coordonnées, tu dois te concentrer sur le triangle rectangle pour lequel on a ici un côté qui est de longueur V0. Et puis en abscisse ici, on va dire que c'est V0x, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur V0. Et ici, tu as V0y. Donc tu es dans un triangle rectangle que tu peux noter ABC, rectangle en B. Et dans ce triangle rectangle, tu as l'angle alpha qui est au niveau du sommet A. Et ce que tu souhaites, c'est exprimer V0x et V0y en fonction de V0 et alpha. Donc ton vecteur V0, il a pour composante V0x et V0y. Donc V0x par ici, V0y par le haut, ok. Et tu vas travailler avec Casotora, donc c'est-à-dire cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse, sinus égale côté opposé sur hypoténuse, et tangente égale côté opposé sur adjacent. Ici, si tu exprimes le cosinus de alpha c'est égal au côté adjacent AB divisé par l'hypoténuse AC. Autrement dit, le cosinus de alpha c'est V0x divisé par AC V0. Donc ça te donne V0x égale V0 cos alpha. Et V0y, eh bien, je vais faire le sinus alpha. Le sinus alpha, donc alpha il est là. Le côté opposé à alpha, c'est le côté BC, c'est-à-dire V0y. Et l'hypoténuse, c'est le côté AC, c'est-à-dire V0. Si tu fais passer le V0 ici de l'autre côté, ça te donne V0y égale V0 sinus alpha. Ce que je viens de faire là, tu l'auras à faire dans chacun des exercices, enfin, la plupart des exercices de type bac que tu auras. Tu peux t'entraîner sur Labo Lycée, d'ailleurs, tu en trouveras plein. Eh bien, tu devras faire ce que je viens de faire là plein de fois, tellement de fois qu'après, tu pourras le faire les yeux fermés. Donc on a fait une première clé, on a défini le système, on a défini le référentiel, on a fait le bilan des forces, on a donné les caractéristiques du vecteur poids, on a donné les caractéristiques du vecteur G. J'ai oublié de préciser que ton référentiel est terrestre supposé galiléen. Ça veut dire qu'on va avoir le droit d'appliquer la deuxième loi de Newton tranquillement. Et puis, on a trouvé les conditions initiales, donc on a exprimé le vecteur OM0, la première position de la balle, et on a exprimé le vecteur V0, la première vitesse de la balle. On a les composantes de ces vecteurs. Quand tu en es là, tu peux arriver à la clé suivante. Alors, j'en étais à combien de clés? 1, 2, 3, on va dire que c'est la quatrième clé. Et cette quatrième clé, ça consiste à dire on applique la deuxième loi de Newton sur le système balle. Alors en terminale, on a une version simplifiée entre guillemets de la deuxième loi de Newton. On dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération. Et ici, donc là il faut l'écrire, deuxième loi de Newton appliquée à la balle. Et cette deuxième loi de Newton appliquée à la balle, eh bien, elle te permet de dire que vu que la seule force qui s'applique sur la balle, c'est le poids, donc P, eh bien, le poids P doit être égal à la masse multipliée
par le vecteur accélération. Et le vecteur P, on a vu tout à l'heure que c'était mg. Et donc on se retrouve avec mg égale ma. On peut enlever les masses, il nous reste vecteur accélération égale vecteur g. Et comme tout à l'heure on a pris le temps de poser notre vecteur g et de déterminer ses composantes par rapport au repère qu'on a choisi, et bien ici on est tout de suite capable de dire que le vecteur accélération a pour coordonnées 0, moins g. Ça c'est la clé 4. Et donc ça t'amène à la clé 5. Alors tu vas me dire, il y en a combien? 8, 9, 10 peut-être, je sais pas. En tout cas, tu dois être capable de dérouler ce que je suis en train de faire. Il faut que tu sois capable de le faire les yeux fermés parce que il n'y a que comme ça que tu pourras avoir les points sur ce type d'exercice. Donc la clé 5, tu te retrouves ici avec ton accélération de coordonnées 0 moins g. Et toi, tu aimerais bien trouver les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel moment, c'est-à-dire à n'importe quel temps. Quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse de ma balle? Donc, pour rappel, la balle, elle fait ça comme trajectoire. Donc à chaque instant, on peut imaginer un vecteur vitesse tangent à la trajectoire qui va m'indiquer un peu ce qui va se passer dans la suite de la trajectoire de la balle. Ce vecteur vitesse, pour trouver ses coordonnées, eh bien, je vais me baser sur le principe que l'accélération, c'est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire que quand ta vitesse varie, tu es soit en train d'accélérer, soit en train de décélérer. Une dérivée, ça consiste à regarder les variations d'une fonction. Si l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est que pour savoir si je suis en train d'accélérer, je regarde si ma vitesse varie. Alors toi, tu sais dériver. Tu sais que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Et tu sais que la dérivée de x au carré plus 5, ben, c'est aussi 2x. Alors ce que tu aimerais bien savoir dans le cas de la vitesse, du vecteur vitesse, c'est trouver ses composantes, sachant que pour passer de v vers a, c'est facile, il faut que je dérive, donc ça je sais faire. Par contre, à ce stade de l'année, en terminale, tu ne sais peut-être pas rechercher ce qu'on appelle les primitives, c'est-à-dire faire le chemin inverse de la dérivée. Donc ce que tu peux te poser comme question, c'est qu'est-ce que j'ai dérivé ici? Qu'est-ce que j'ai dérivé ici en abscisse qui donne 0? Parce que tu trouves 0 là-bas. Donc qu'est-ce que tu as pu dériver qui donne 0? Eh bien, tu as dérivé une constante, parce que n'importe quelle constante que tu dérives, ça va te donner 0. Et cette constante, elle peut prendre une infinité de valeurs. Alors ce qu'on fait, c'est qu'ici, on va écrire K1. J'ai dérivé K1, et la dérivée de K1, ça fait 0. Et maintenant, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai dérivé qui m'a donné moins G? Alors moins G, pour rappel, c'est une valeur, c'est moins 9,81. Donc si je te dis, qu'est-ce que tu as dérivé pour obtenir moins 2? Tu vas me dire, bah, moins 2x. Moi, je vais dire, ouais, mais en fonction du temps. Donc, tu vas me dire moins 2t. Bon, mais qu'est-ce que tu as dérivé pour obtenir moins 9,81? Alors, tu vas me dire moins 9,81x. Je vais dire non, en fonction du temps. Donc, je vais te dire, tu as dérivé moins gt. Mais de la même manière que quand tu dérives x carré, tu as 2x, et quand tu dérives x carré plus 5, tu as aussi 2x, bah en fait, toutes les fonctions du type moins gt, donc moins 9,81t, plus une constante que tu vas dériver, toutes celles que tu vas dériver comme ça, elles vont bien te donner moins g. Donc tu vois ici que ton vecteur vitesse en fonction du temps, il est égal, enfin ses composantes sont égales à k1, une constante, et à moins gt plus k2. Et pour trouver ces constantes k1 et k2, tu as besoin de te rapporter aux conditions initiales de l'expérience. C'est-à-dire que mon vecteur vitesse en fonction du temps, ce qu'il est au final, à n'importe quel moment, ça dépend quand même de la vitesse avec laquelle je l'ai envoyé au début. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, ben, à t égale 0, quelles sont les coordonnées de mon vecteur vitesse? Eh bien, je remplace t ici par 0. Je dis, bah, v0, il faut que ça soit k1, moins g fois 0, ça fait 0, plus k2, donc ça me fait la vecteur vitesse initiale a pour composante k1 et k2. Mais, comme je suis prévoyant et que je connais bien, je vous ai demandé tout à l'heure de poser les coordonnées du vecteur vitesse v0, et on a dit que ces coordonnées, grâce au triangle rectangle, on a dit que ces coordonnées c'était v0 cos alpha et v0 sin alpha. Et bien ça, ce sont nos fameuses constantes d'intégration, c'est-à-dire que quand on intègre, on va chercher à retrouver les valeurs de K1 et K2 qui dépendent des conditions initiales, c'est ce qu'on appelle des constantes d'intégration.
l'intégration, c'est le chemin inverse de la dérivation. On cherche des primitives. Quand on travaille en dérivation, on dérive, on cherche des dérivés. Quand on travaille en intégration, on fait le chemin inverse, on cherche des primitives. Eh bien, tu remplaces donc le K1 et le K2 par V0 cos alpha et V0 sin alpha. Au final, ça te donne Vt, ce vecteur vitesse en fonction du temps, eh bien ça va être V0 cos alpha et moins Gt plus V0 sin alpha. Donc si tu veux savoir quelles sont les composantes du vecteur vitesse au bout de 1 seconde, eh bien tu remplaces t par 1 et ça te dit que finalement l'abscisse du vecteur vitesse elle va jamais changer. Donc toutes les composantes sur l'axe des x des vecteurs vitesse en fonction du temps, ça va être toujours la même, ça va être V0 cos alpha. Tandis qu'au niveau des ordonnées, eh bien, on va faire moins g fois 1 au bout d'une seconde, moins g fois 2 au bout de 2 secondes, plus V0 sin alpha. Tu viens de trouver les coordonnées du vecteur vitesse en fonction du temps. Et maintenant, eh bien, tu aimerais bien retrouver les coordonnées du vecteur position en fonction du temps, c'est-à-dire tu voudrais pouvoir caractériser toutes les positions successives de ta balle, trouver tous les points M1, M2, M3, etc. Et donc c'est ce vecteur-là qui s'appelle le vecteur position, et il dépend du temps lui aussi. Et ce vecteur position, eh bien, je sais qu'il est lié à la vitesse, parce que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Si ma position ne bouge pas, ma vitesse est nulle. Si ma position varie, eh bien, ma vitesse existe, j'ai une vitesse. Étant donné que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, eh bien pour trouver mon vecteur, enfin les composantes de mon vecteur position, je vais intégrer les coordonnées, les composantes du vecteur Vt. V0 cos alpha, c'est un nombre, à chaque fois. C'est-à-dire que on va te donner la valeur de V0 et alpha il est fixe. Tout ça c'est lié à mon expérience. Donc qu'est-ce que j'ai dérivé ici pour obtenir un nombre? Eh bien le nombre fois t. Donc j'ai dérivé V0 cos alpha fois t, plus peut-être une constante que je vais appeler K3, parce que si je dérive K3, ça va faire 0, donc toutes les fonctions de la forme V0 cos alpha fois t plus K3 que je dérive vont donner V0 cos alpha. De la même manière, ici, qu'est-ce que j'ai dérivé pour obtenir moins gt? Je donne un exemple. Qu'est-ce que tu dois dériver pour obtenir 2 fois t? Tu dois dériver t au carré. Qu'est-ce que tu dois dériver pour obtenir moins de t? Tu dois dériver moins t carré. Qu'est-ce que je dois dériver pour obtenir moins 5t? Eh bien, tu dois dériver moins 5 sur 2 t carré. Eh bien là, c'est pareil. Pour obtenir moins gt, tu dois dériver moins 1 demi fois g fois t au carré. Parce que la dérivée de t au carré, ça fait 2 fois t. 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1t. Et moins 1t fois g, ça fait moins gt, puisque g, je te le rappelle, ici, ce n'est qu'un nombre, donc traite-le comme s'il y avait marqué moins 5t ou quelque chose comme ça. V0 sin alpha, c'est un nombre, exactement comme V0 cos alpha. Donc pour l'obtenir, il faut que je dérive V0 sin alpha fois t, et il reste peut-être une constante, K4. Donc ici, on a encore deux constantes d'intégration à trouver, qui sont liées aux conditions initiales de l'expérience, c'est-à-dire à t égale 0, où se trouvait ma balle. Et bien à t égale 0, on a le vecteur OM0 qui du coup, V0 cos alpha fois 0, ça fait 0, il reste K3, moins 1 demi de G fois 0, ça fait 0, plus V0 sin alpha fois 0, ça fait 0, il reste K4, et je me rappelle qu'au début, j'avais tranquillement lu l'énoncé, et que dans l'énoncé, on avait dit que la balle, au début, elle avait une abscisse égale à 0, et une ordonnée égale à h. Il ne me reste plus qu'à remplacer. Pour obtenir le vecteur vitesse en fonction du temps, qui donne V0 cos alpha t, plus 0, puisque K3 vaut 0, et en ordonnée moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha t, plus h. Eh bien, ce que tu as ici, c'est xt, c'est-à-dire l'équation horaire des abscisses. Ça te donne l'évolution de la position horizontale
de la balle en fonction du temps. Et ici, tu as une deuxième équation horaire, qui est donc l'ordonnée de la balle en fonction du temps, qui est égale à moins 1/2 de gt carré, plus V0 sin alpha t, plus H. Donc ce sont les équations horaires. À chaque fois que tu auras un exercice où on te dit établir les équations horaires du mouvement, eh bien tu dois reproduire ce que je viens de faire ici. Voilà, alors on pourrait poursuivre, mais je pense que là c'est déjà pas mal, mais on pourra parler après d'équations de trajectoire, et puis comment est-ce qu'on va exploiter toutes ces équations pour trouver la portée, c'est-à-dire la distance à laquelle va tomber la balle, où est-ce qu'elle va aller. On va pouvoir chercher la flèche, comme dans une église, c'est-à-dire quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle, et puis plein d'autres choses en fonction des exercices. Je te conseille d'aller t'entraîner donc sur Labo Lycée, ça peut t'aider de faire des exos type bac, c'est comme ça que tu vas progresser. Allez, à bientôt! Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Allez, au revoir!